Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Je vous remercie parce que cette émission est enregistrée grâce à votre soutien, au soutien de plusieurs d'entre vous. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire comme eux, c'est-à-dire à vous rendre dans la rubrique Soutenez Storia Voce. À partir de notre page d'accueil, contre un don, vous recevrez un livre de votre choix. Il y a des dons pour toutes les bourses. Si vous faites un don de 20 €, vous pouvez recevoir un livre de poche de 35 €. Un livre plus important, et enfin, pour les dons de 50 €, eh bien, vous recevez un livre de luxe. Bienvenue donc pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire consacrés à l'affirmation du pouvoir des Capétiens. La semaine passée, nous nous sommes attardés sur l'éducation des jeunes princes, l'éducation des fameux rois maudits, Louis X, Philippe V, Charles IV, et je souhaiterais aborder avec vous cette semaine, dans un deuxième volet, les règnes à proprement parler de ces trois derniers Capétiens, 1314, 1328, 14 années, soit 2 de nos septennats. Est-ce suffisant pour être roi et marquer l'histoire? C'est ce que nous allons voir avec Christelle Balouza-Loubet. Christelle Balouza-Loubet, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenue au micro de Storia Voce. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'université de Lorraine et vous venez de publier un livre aux éditions Passé Composé, Louis X, Philippe V, Charles IV, les derniers Capétiens. Ces derniers Capétiens sont les fameux rois maudits de Maurice Druon, mais ils n'appartiennent pas à Maurice Druon parce que nous l'avons dit la semaine dernière, au fond, cette légende noire qui entoure ces trois personnages remonte aux chroniqueurs médiévaux. Nous sommes en 1314, Philippe IV vient de mourir à la fin de l'année 1314. Louis X lui succède et on peut dire que sa succession n'est absolument pas contestée. Non, absolument pas. On applique la règle qui est en place depuis plusieurs centaines d'années maintenant dans la dynastie capétienne, la règle dite de la primogéniture mâle, c'est-à-dire que c'est le fils aîné qui succède à son père. Donc une succession qui se passe de manière tout à fait classique. Est-ce que nous savons qui était Louis X? Quel type de caractère avait-il? Alors, la chance que l'on a, c'est que c'est le seul des trois rois qui est véritablement un surnom qui désigne un trait de caractère, puisqu'on l'a surnommé dans les chroniques le hutin, donc en fait le querelleur. Donc si l'on se fie à ce surnom, qui lui a sans doute été donné sur un fond de vérité, on ne sait pas dans quelle proportion, mais on peut imaginer qu'effectivement c'était un caractère assez ombrageux, j'ai envie de dire, mais on n'en sait pas plus. Alors ce qui est assez curieux, c'est qu'il a ce surnom de caractère de caractère un petit peu querelleur, batailleur, et c'est une attitude qui ne semble pas du tout être la sienne lorsqu'il arrive au pouvoir finalement. Il a eu des difficultés de relation avec son père. Son père était autoritaire? Oui, tout à fait. Très, très autoritaire. Lorsqu'en 1305, sa mère meurt, il devient roi de Navarre. Son père, lui, interdit de se rendre en Navarre et finalement, il ne sera couronné roi de Navarre qu'en 1307, 2 ans plus tard, à Pampelune. Mais tout simplement sous la pression des Navarrais eux-mêmes qui n'en peuvent plus de ne plus avoir de roi. Mais c'est Philippe IV, j'ai l'impression, s'il avait pu éviter de laisser son fils partir régner, l'aurait fait. C'est dire le fossé qui existait entre les deux, et c'est pour cette raison qu'on peut dire que l'homme tarda en quelque sorte à régner comme il aurait dû régner. Oui, alors c'est difficile à dire ce qui explique cette attitude, mais en tout cas, lorsqu'il arrive au pouvoir, il semble être pris au dépourvu, ce qui est quand même très curieux, puisqu'il a quand même une expérience alors de gouvernement très faible, parce qu'il est roi de Navarre, mais finalement il n'est pas en Navarre et il ne gouverne la Navarre que de très loin, mais il a quand même une expérience politique, il est quand même à la tête d'un royaume, il sait depuis sa naissance qu'il est destiné, donc ça fait 25 ans qu'il sait qu'il va être roi un jour, de toute façon, mais il semble être complètement pris au dépourvu. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez curieux et qui est assez difficile à expliquer.
pourquoi à ce moment-là, alors qu'il est censé être bien préparé à sa fonction, il peine tant à endosser justement son rôle de roi. Est-ce que, en conséquence, Charles de Valois, qui est son oncle, va en quelque sorte en profiter? Oui, tout à fait. Alors moi, ce que j'ai appelé le retour en grâce de Charles de Valois, puisque Charles de Valois, c'est c'est un pilier de la dynastie capétienne, donc c'est un jeune frère de Philippe IV. Mais quand je dis pilier de la dynastie, parce qu'il a été de toutes les campagnes militaires, que c'est lui justement qui a chaperonné les fils de Philippe IV lorsqu'ils ont mené leur première campagne. Il est omniprésent, il assiste au conseil du roi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très 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 important pour la dynastie. Et d'ailleurs, sur son lit de mort, Philippe IV aurait confié ses enfants aux bons soins de Charles de Valois. Donc c'est quelqu'un en qui on a confiance. Et c'est quelqu'un justement dont Louis X semble très proche. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, il s'en remet complètement à Charles de Valois. Et donc Charles de Valois va en profiter. C'est un jeu de pouvoir pour reprendre en main, pour noyauter finalement les institutions capétiennes. Il est derrière aussi le second mariage de Louis? Oui, tout à fait. Il est derrière le second mariage de Louis, puisqu'il lui fait épouser sa nièce Clémence de Hongrie. Donc, suite à l'affaire de la Tour de Nesle, Marguerite de Bourgogne était enfermée, donc on en a parlé la fois dernière, était enfermée donc à Château-Gaillard. Et fort opportunément, elle décède dans sa prison, ce qui libère finalement Louis X de ce mariage et lui permet d'épouser Clémence de Hongrie. Et ça, c'est un mariage effectivement qui est le résultat des démarches de Charles de Valois. Alors sur cette période de 14 années, de ces 3 règnes, on a l'impression à vous lire qu'il y a au fond 3-4 grands défis que représente le pouvoir royal. Le pouvoir royal doit faire face à la papauté, alors que il y a une crise depuis l'époque de Boniface VIII, la noblesse, les Flandres, et enfin la crise économique. Oui, tout à fait. On est dans une période, alors ça, il faut pas le nier, qui sur le plan économique est assez difficile. Donc, tout simplement déjà par la conjoncture, on est dans ce qu'on appelle les débuts du petit âge glaciaire. Donc, on a des conditions météorologiques très difficiles, donc des étés qui sont très pluvieux, des hivers particulièrement froids. Et comme on est dans un système agricole où la céréaliculture domine encore pour nourrir la population, mais on n'arrive plus à nourrir la population. Donc, on en arrive même sous le règne un petit peu plus tard, mais de Philippe V, à des famines dans les rues de Paris. Donc ça, c'est la première chose. Donc des difficultés économiques qui touchent l'ensemble de la population, et en plus des difficultés économiques parce que les caisses du royaume sont vides. Le fait que ces caisses du royaume sont vides sont liées à l'autre élément dont vous parlez, c'est-à-dire cette situation de guerre quasi permanente, en particulier avec la Flandre, donc l'Angleterre et la Flandre. Donc ça, ce sont les grands problèmes. Et ces situations, finalement, c'est un cercle vicieux, j'ai envie de dire, influent aussi sur les relations avec la noblesse, puisque dans cette période de difficulté, la noblesse se trouve elle aussi appauvrie, et en même temps que le roi accroît sa souveraineté, la noblesse perd aussi de ses prérogatives. Donc entre cet appauvrissement nobiliaire, cette perte de prérogatives, on a un mécontentement qui va se faire jour dès la fin du règne de Philippe IV. Et au fur et à mesure des règnes, au fond, le problème ne se règle pas, les problèmes ne se règlent pas, peut-être en dehors de la période de Philippe V. Oui, effectivement, c'est des choses des problèmes récurrents. Alors ça, c'est aussi le jeu des alliances qui fait que, on peut avoir une alliance matrimoniale, mais qui quelques années plus tard ne va plus suffire à maintenir l'alliance avec les Flamands ou les Anglais. Donc on a résurgence des conflits. Mais effectivement, on n'arrive pas à voir le bout de ces conflits. C'est quelque chose qui va empoisonner, j'ai envie de dire, les 3 règnes. Alors Louis X envoie son frère négocier avec le pape non pas négocier avec le pape, négocier avec les cardinaux afin qu'ils élisent le pape, parce que nous sommes au début de ce qu'on appellera plus tard le schisme d'Occident. Non, c'est pas encore tout à fait ça. C'est tout simplement parce que le dernier pape Clément V est mort et on n'a pas pu se mettre d'accord. C'est tout simplement des factions en fait au sein des cardinaux. Donc on a les factions françaises, des grandes familles italiennes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nom d'un candidat, et donc on échoue en fait c'est des jeux de pouvoir encore une fois, mais on échoue à faire sortir le nom d'un candidat. Et donc effectivement Philippe V est envoyé
à Lyon pour essayer de négocier le choix d'un candidat. Alors, il y a la mort surprise de Louis X. On avance dans le temps après deux années de règne. Philippe, lui, est précisément auprès des cardinaux, et c'est peut-être sa première victoire, c'est qu'il arrive à ce qu'il y ait une élection rapide d'un nouveau pape. Oui, c'est-à-dire qu'il se rend compte que la situation lui échappe parce que, bien sûr, dans ces moments de transition, il faut être à Paris et il faut être sur place pour pouvoir défendre sa position. Quelle est la situation à la mort de Louis X ? Bien, sa femme est enceinte, donc tout est lié en fait au sexe de l'enfant à naître. Et en tout cas, si c'est un garçon, il va falloir organiser une régence. L'idée étant que le régent a de fortes chances après de pouvoir s'emparer du trône. Charles de Valois, justement, il voit l'occasion de s'imposer à la tête du royaume. Donc ses ambitions se réveillent et avec son neveu qui est là, donc Charles IV, ils vont commencer à prendre les choses en main. Et donc Philippe, l'objectif, c'est qu'il faut qu'il rentre le plus vite à Paris. Donc il va menacer finalement les cardinaux jusqu'à ce qu'ils élisent un pape et qu'ils puissent se rendre à Paris. Son coup de force, c'est que justement, il n'a pas laissé les choses se faire. Il n'a pas dit « je suis à Lyon, l'affaire est perdue et entendue ». Non, il est remonté à Paris aussi vite que possible. Alors, on attend la naissance de l'enfant, de la femme de Louis X. L'enfant naît, c'est un garçon. Il meurt quelques jours après, et donc Philippe V peut prétendre au trône. Alors, oui, tout à fait, parce qu'il est le plus proche en fait héritier dans les degrés de parenté, tout simplement. Et donc la seule personne qui peut prétendre au trône à l'époque, donc c'est la fille aînée de Louis X, donc Jeanne, mais cette fille dont on a parlé la fois dernière et qui est née alors que Marguerite, la femme de Louis X, entretenait une relation adultère avec l'un des chevaliers d'Aunay. Donc il y a un soupçon d'illégitimité très fort qui pèse sur cette jeune fille, et donc c'est comme ça qu'elle va être écartée en fait de la succession. Est-ce que finalement la mort de Louis X et de son fils au bout de 5 jours, c'est la fin du miracle capétien, parce que c'est la première fois qu'un fils ne devient pas roi de France? Oui, tout à fait. C'est à ce moment-là qu'on peut passer la fin du miracle capétien. Alors, qu'on place quand même en 1328, parce qu'il y a quand même les frères qui se succèdent, et on aurait pu espérer qu'il y ait un enfant de sang capétien. Mais oui, c'est la première fois depuis 987 et depuis l'arrivée au pouvoir du Capet que l'on se trouve dans cette situation d'un roi régnant qui meurt sans descendance mâle. Et c'est donc une situation totalement inédite qui va pousser à réfléchir finalement aux règles successorales. Donc c'est une situation de crise, mais qui va finalement permettre à l'État et au royaume de se construire, parce que jusque-là, on n'avait jamais ressenti le besoin de cadrer les règles successorales, de les fixer finalement, puisque tout se faisait de manière logique. Et là, pour la première fois, on se retrouve à une situation, il n'y a qu'une descendante, c'est une fille, que fait-on ? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas écarté Jeanne du fait de son sexe, parce qu'elle était fille, parce qu'une femme aurait pu régner, rien ne l'interdisait en tout cas à l'époque, mais c'est bien en raison de son illégitimité. Et sauf que cette décision d'écarter la fille de Louis X va faire jurisprudence pour la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a écarté une fille une première fois, on va en déduire que les filles doivent être écartées de la succession au trône. Alors, un des aspects de votre ouvrage, c'est que vous présentez les différents sceaux des rois, et une des caractéristiques du sceau de Philippe V, c'est qu'il est très très rapidement réalisé. Oui, alors ça c'est quelque chose qui pose question, parce qu'autant Louis X, justement, quand il arrive au pouvoir, est arrivé au pouvoir en décembre, et n'a eu son sceau en majesté, c'est-à-dire son sceau de roi régnant, que plusieurs mois après, au mois d'avril 1315. Philippe V, dès la mort de Jean Ier le posthume, donc le fils de Louis X, est déjà capable d'utiliser un sceau de majesté. Donc ça c'est très intéressant, parce que une matrice de sceau, donc c'est quelque chose qui est sculpté, c'est un travail d'orfèvrerie, donc il ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne se fait pas en 2 semaines. Voilà. Et du coup, on imagine que Philippe avait anticipé, en fait, et qu'il s'était préparé, lui, à l'inverse de Louis X. Peut-être n'aurait-il jamais régné, mais en tout cas, il prépare son arrivée au pouvoir pour être prêt si jamais il arrive au pouvoir. Philippe V est plus proche de son père de caractère, c'est-à-dire plus proche de Philippe IV que ne l'était Louis X.
Je pense qu'en tout cas, il a une force de caractère qui en fait le digne héritier de son père. Alors, d'après le surnom, Philippe le Bel, Charles le Bel, je dirais plutôt que c'est Charles IV qui, en tout cas physiquement, ressemblait le plus à son père et avait hérité de la beauté légendaire de Philippe. Mais en tout cas, au niveau caractère, Philippe V est vraiment doté d'une force de caractère que n'ont pas ses deux frères, visiblement. Alors, vous souhaitez montrer un peu la modernité de son règne, si je puis m'exprimer ainsi, et utiliser le terme de modernité, et il y a un aspect nouveau des règnes capétiens qu'est l'utilisation de ce qui sera plus tard les États généraux. Oui, alors ça c'est quelque chose qu'avait déjà lancé Philippe IV, mais que va reprendre largement Philippe V, c'est-à-dire l'habitude de faire entériner les décisions par des représentants des villes, parce que ce sont pas les villes en entier, et des représentants de la noblesse. Et des représentants du clergé. Donc ce qu'on appellera plus tard les États généraux, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Alors il faut bien avoir en tête que c'est purement consultatif, c'est-à-dire que le roi n'est pas du tout lié à ces États généraux, mais ça lui permet en tout cas d'asseoir la légitimité de ses décisions, puisqu'il peut toujours, si on lui reproche d'avoir pris ou telle décision, il peut toujours arguer du fait qu'il avait convoqué les États généraux et que la décision a été validée par ces États généraux. Et c'est quelque chose qui sera repris plus tard, en particulier à l'époque de la guerre de 100 ans, lorsqu'on aura besoin de faire valider la perception d'impôts pour financer la guerre, on va faire appel à ces États généraux. Alors vous mettez aussi en avant deux ordonnances, l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye, c'était en juillet 1316, et l'ordonnance du 13 juillet 1318, l'ordonnance de Pontoise, qui sont là encore des pierres en quelque sorte de la construction administrative, on va dire des origines de l'État moderne. Oui, alors en fait ces ordonnances, puisque Philippe V va multiplier les ordonnances dès le moment où il est régent, c'est-à-dire dès le mois de juillet 1316, et la dernière grande ordonnance que l'on retienne, c'est celle de Vivier-en-Brie en 1320, mais il y a toute une série d'ordonnances, 1 à 2 par an, et effectivement ces ordonnances vont lui permettre de fixer le fonctionnement des institutions étatiques, qui fonctionnaient de fait depuis Philippe IV et même bien avant, déjà depuis le règne de Louis IX, mais là encore une fois il va préciser les choses. Il va régler le fonctionnement du conseil, fixer le nombre de conseillers par exemple, le nombre la périodicité de la réunion du conseil. Il va essayer de faire des économies sur le train de l'hôtel. L'hôtel, c'est-à-dire tout ce qui entoure le roi, la vie quotidienne du roi. Il va fixer le nombre de les compétences de chacune des chambres de parlement. Et puis, il va aussi fixer le fonctionnement, les prérogatives de la Chambre des comptes. Tout ça font qu'il va donner une assise institutionnelle très solide au royaume. Et pourtant, la crise est toujours là. Oui, voilà. Donc c'est sous son règne effectivement qu'il y a la crise avec des famines à Paris. Et puis justement cette crise, on va en rendre responsable des boucs émissaires. Et ces boucs émissaires, ce sont les Juifs. Et c'est sous le règne de Philippe V que va avoir lieu la croisade des Pastoureaux de 1320-1321. C'est-à-dire en fait, c'est croisés, mais croisés non pas sous l'autorité pontificale, mais croisés d'eux-mêmes. Donc ces bergers, ces habitants des campagnes qui vont être menés par des prédicateurs et qui ont pour but d'aller outre-mer, mais qui sur leur passage tuent les Juifs, qui les rendent responsables des malheurs du royaume. Je me permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée avec Juliette Sibon, qui a étudié cette question dans le cadre de ses recherches, mais recherche publiée dans un livre paru aux éditions Perrin. Quand est-ce que la mort de Philippe V intervient ? Donc, elle intervient après plusieurs mois de maladie, donc à la fin de 1322. Donc là, pour le coup, c'est pas une mort qui est aussi surprenante que celle de Louis X ou même Philippe IV. On s'attendait au décès de Philippe V. C'est au retour d'un de ses voyages qu'il va tomber malade et pendant plusieurs mois, donc jusque janvier 1322, il va en fait être malade. On va organiser des messes pour lui, des processions en vain, et il va donc décéder au début de 1322.
Charles IV est prêt à régner autant que Philippe V l'a été? Alors je ne pense pas, puisque lui c'est vraiment le candidat improbable, hein, j'ai envie de dire. Il fallait quand même qu'il y ait une succession de malheurs. Voilà, de malheurs pour qu'il puisse arriver au pouvoir, parce qu'il fallait que ses frères décèdent, que ses frères décèdent sans descendance mâle, donc c'était quand même un nombre de facteurs assez important. Et Charles IV, lui, il est à la tête d'un apanage, mais qui est assez petit, hein, le comté de la Marche, qui est assez loin de Paris. Certes, il participe au conseil, mais pas tant que ça, parce qu'il est un petit peu en froid avec son frère Philippe V. Donc quand il arrive au pouvoir, encore une fois, lui va faire appel à nouveau à Charles de Valois, qui avait été un petit peu écarté par Philippe V, parce que finalement Philippe V n'avait pas besoin de son oncle. Mais comme Louis X, Charles va plutôt s'appuyer sur son oncle pour régner. Ce qu'il y a d'étonnant, permettez-moi l'expression, mais tant à l'époque de Philippe V qu'à l'époque de Charles IV, il y a une valse des conseillers. Oui, alors ça c'est vraiment encore une fois les jeux des fidélités, c'est-à-dire que chacun s'entoure de ceux qui l'ont servi, et donc à cette époque-là, j'ai envie de dire, ça ne pose absolument pas de problème, hein, que l'on évince quelqu'un tout simplement pour mettre son fidèle à la place. Et donc à chaque fois qu'un roi arrive au pouvoir, on écarte ceux qui ont servi le roi précédent pour être sûr de pouvoir s'appuyer sur des personnes de confiance. Et donc ce qui fait qu'on arrive à ces postes de confiance, c'est quand on a servi plusieurs années auparavant le prince, souvent dans l'apanage, etc., que l'on est récompensé au moment de son accession au pouvoir. Est-ce que se profile la guerre de 100 ans sous le règne de Charles IV ? Oui, alors tout à fait, parce que les escarmouches reprennent dans le sud du royaume, en Guyenne, dans les possessions anglaises, en particulier parce que les seigneurs qui sont sous autorité anglaise font plutôt appel au roi de France pour juger leurs différences, c'est-à-dire qu'ils provoquent des conflits de souveraineté dans cette région qui est où il y a des enclaves en fait anglaises dans le royaume de France et vice versa. Et donc on sent en fait venir ce problème se réveiller, ce problème déjà latent avec l'Angleterre. Alors, cette situation de crise amène quand même une réforme importante qui est le premier décompte des feux du royaume. Oui, voilà. Alors c'est un décompte qui sera finalement finalisé sous le règne de Philippe VI, donc sous le roi suivant, mais on peut imaginer que c'est Charles IV qui en avait donné l'ordre, puisqu'en fait c'est un décompte des feux fiscaux qui permet de lever les impôts. Donc on est dans ce même principe de rationalisation administrative, mais parce qu'on est dans une situation toujours financière, elle n'a toujours pas été résolue, cette crise financière, on a besoin de faire des progrès dans cette perception de l'impôt. Et donc, effectivement, là encore, on a une situation de crise qui va faire progresser l'administration, puisque on ressent le besoin de rationaliser cette perception fiscale. Il y a, et encore une fois, c'est un paradoxe vu le contexte de crise, mais une volonté véritable d'affirmer le pouvoir royal, et le voyage en Languedoc de Charles IV fait partie de cette affirmation. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que depuis Philippe IV, plus personne n'était parti dans le sud du royaume de France, mais affirmer son pouvoir, c'est aussi prendre possession du territoire sur lequel on exerce ce pouvoir. Et donc ce voyage dans le sud du royaume est une manière pour Charles IV de s'approprier son royaume, de manifester sa présence, même dans les espaces les plus reculés du royaume. Charles de Valois finalement meurt, parce qu'il finit bien par mourir comme tout le monde, et les liens étaient importants entre Charles IV et Charles de Valois. Oui, je pense que à la mort de Charles de Valois, Charles IV est un petit peu perd vraiment un de ses soutiens importants. C'était une relation quasi filiale, hein, je pense, qui unissait les deux hommes. Ils s'étaient fréquentés depuis toujours, ils étaient très proches depuis toujours, et Charles de Valois a été d'ailleurs le parrain de Charles IV. Donc en fait, effectivement, Charles IV, en plus, sur cette dynastie finissante, commence à se retrouver de plus en plus seul, finalement, puisqu'il perd son épouse, Marie de Luxembourg. Voilà, donc il y a une espèce de solitude de fin de règne, j'ai envie de dire, pour Charles IV. De ces trois règnes, on sent votre préférence pour celui de Philippe V. Oui, j'ai pas pu le cacher, mais parce que c'est un personnage qui force un petit peu l'admiration.
justement par cette force de caractère, c'est-à-dire celui qu'on avait essayé d'écarter et qui arrive à s'imposer malgré tout. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'il avait un véritable programme politique. Donc il a vraiment mis en place des réformes essentielles et il a compris l'intérêt finalement de réglementer le fonctionnement des institutions de manière précise, ce qui est quelque chose de très important pour la suite, pour les règnes suivants. En dépit de la crise qui s'annonce et de la guerre de 100 ans et la remise en cause du pouvoir des Capétiens, on a tout de même le début de ce qu'on appellerait l'État moderne, ou en tous les cas une continuité de l'État de Philippe IV. Oui. Alors, c'est plutôt, j'ai envie de dire, Louis IX et Philippe IV inventent des nouvelles institutions, des nouvelles manières de gouverner, mais le font de manière pratique. C'est-à-dire que dans les faits, on a des institutions. Et c'est finalement sous les règnes de ces 3 derniers Capétiens, et en particulier de Philippe V, que ce qui n'était qu'un fonctionnement de fait va devenir un fonctionnement de droit. C'est-à-dire où on va vraiment fixer les règles avec des ordonnances et pour que le fonctionnement soit entériné et pour qu'on ait des vraies références. Donc là, c'est une véritable construction de l'État, effectivement. Cette construction juridique. Eh bien, merci beaucoup, Christelle Balouza-Loubet. Je renvoie nos auditeurs à l'émission, si vous ne l'avez pas encore écoutée, l'émission que nous avons enregistrée ensemble sur la jeunesse de ces 3 princes, Louis, Philippe et Charles, les derniers Capétiens, qui ne sont autres que les fameux rois maudits, Louis X, Philippe V et Charles IV, les derniers Capétiens, parus donc chez Passé Composé. Il s'agit de votre dernier ouvrage, et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans vos écrits, je leur conseille donc la biographie de Mao d'Artois qui est parue chez Perrin. Merci beaucoup, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.